Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. J'espère que vous allez bien. C'est l'émission Santé Spiritualité sur 95.2 FM comme tous les jours à partir de 17h30. Ce soir, on est en direct et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Areski Ouzrout. Bonsoir Areski, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Je suis très content d'être à la radio Ici et Maintenant. Eh bien, nous aussi, on est très ravis de t'accueillir. Areski, tu es chercheur, enseignant d'arts martiaux et tu as écrit plusieurs ouvrages sur la question. Mais ce soir, on est là pour parler de la parution de ton nouveau livre qui s'appelle « La vie est un dojo ». Alors, avant de commencer à aborder le sujet et parler du livre, est-ce que tu pouvais, s'il te plaît, te présenter à nos auditeurs et en dire un peu plus sur ton parcours ? Oui, bien sûr. Je suis un pratiquant d'arts martiaux, particulièrement le karaté et le systema. Alors le karaté, c'est un art martial japonais et le systema, c'est un art martial russe. Alors j'ai commencé la pratique des arts martiaux quand j'avais 12 ans et demi à peu près. J'ai commencé par une pratique autodidacte à travers des livres. Parce que j'étais d'une famille assez modeste et mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des cours de karaté. Donc j'ai fouiné les bibliothèques et j'ai découvert des livres. Et ce qui m'a particulièrement intéressé dans les arts martiaux japonais, c'est la partie philosophique. J'étais jeune, mais je comprenais qu'il y avait déjà quelque chose de sous-jacent à la pratique des arts martiaux, qui allait au-delà du physique, au-delà du combat, et qui avait une recherche qui concernait plus la personne, le développement personnel, même si à cet âge-là, j'avais pas les mots pour le comprendre ni l'exprimer. Et donc maintenant, ça fait 46 ans que je pratique le karaté assidûment, et j'enseigne depuis 36 ans. Cette discipline-là dans différents clubs, pour les enfants à partir de 7 ans jusqu'à n'importe quel âge. Voilà. Donc dans ce parcours, il n'y a pas que la pratique du karaté et l'enseignement. J'ai eu aussi la chance d'enseigner aux pratiquants de karaté qui voulaient devenir professeurs, qui voulaient se lancer dans l'enseignement. Donc au sein de la Fédération française de karaté, j'ai été responsable d'un centre de formation. Et cette expérience m'a beaucoup enrichi parce que c'est une expérience d'échange avec les gens qui viennent pour préparer ces examens-là. Et les gens qui viennent ont aussi beaucoup d'expérience. Et ce parcours dans la formation des professeurs de karaté m'a permis de structurer un petit peu ma façon de voir les arts martiaux. Et je pense que les livres que j'ai écrits sont fortement influencés par cette expérience. Eh bien, 46 ans que tu fais du karaté et 36 ans d'enseignement, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à continuer sur cette voie-là ? Ce qui me motive plus particulièrement, ce sont les rencontres, ce sont les partages. Parce que finalement, grâce aux arts martiaux, j'ai rencontré plein de gens et bien que j'enseigne, le premier à apprendre et à tirer parti des enseignements, c'est moi-même, parce qu'en fait les gens qui viennent au cours m'apportent énormément. Et ma motivation, elle est principalement par rapport aux personnes que je rencontre. C'est l'humanité qui se dégage des gens, et chaque fois ça me permet de m'épanouir. Alors on va parler de ton dernier livre qui s'appelle La vie est un dojo. Pourquoi avoir écrit ce livre ? De quoi ça parle ? Alors depuis que j'ai commencé la pratique des arts martiaux,
j'ai toujours entendu dire qu'il fallait prolonger sa pratique dans son quotidien. Seulement, je n'ai rencontré aucun enseignant qui donnait des outils, qui donnait des pistes pour réaliser cela. Et maintenant, au bout de 46 ans d'expérience, je me suis dit, je vais aider les gens à faire ce parcours, parce qu'il n'est pas si évident que ça de mettre en pratique les arts martiaux en dehors de la salle d'entraînement. Et donc, dans un premier temps, mon idée, c'était d'offrir la possibilité aux gens de prolonger leur pratique d'entraînement dans leur vie quotidienne. Et en écrivant ce livre, je me suis rendu compte, et en le faisant lire, que finalement, c'est un livre qui est surtout orienté sur le développement personnel, et que même les gens qui ne pratiquent pas les arts martiaux peuvent y trouver un intérêt et trouver des outils pour améliorer leur vie et trouver leur chemin dans leur existence. Finalement, comment est-ce que tu définirais les arts martiaux? Comment est-ce que tu pourrais décrire cela aux auditeurs? Alors, les arts martiaux, le terme me semble impropre, mais bon, c'est comme ça, c'est un terme générique qui parle aux gens, puisque arts martiaux, par définition, ce sont les arts de la guerre. Et ça fait longtemps que les disciplines que nous pratiquons ne sont plus des arts de guerre. Ce sont plutôt des arts de vie, des arts de paix. Ce sont plutôt des façons de bien vivre. Et ce qui est important dans les arts martiaux, même si parfois certains commencent la pratique, ce qui était mon cas d'ailleurs au départ, pour apprendre à se défendre, avant d'apprendre à se défendre contre les autres, il faut d'abord apprendre à se connaître et se protéger de soi-même, je dirais. Donc, c'est-à-dire bien vivre, prendre soin de sa santé, prendre soin de ses pensées. Donc, les arts martiaux, ce sont des moyens de développement personnel depuis l'époque où les arts martiaux, comme le karaté, l'aïkido, le judo, etc., ne servent plus vraiment à se battre. Et en fait, il faut savoir que dans les arts martiaux japonais, il y a eu une fusion entre ces disciplines de combat, qui étaient des disciplines de self-défense, et le bouddhisme zen. Le bouddhisme zen qui prônait le travail sur l'ego et la recherche de la présence dans l'ici et maintenant, ce qui correspond bien à la radio. Oui. Et aujourd'hui, en fait, les arts martiaux, pour ceux qui connaissent, le terme do qu'on trouve à la fin de chaque art martial, comme l'aïkido, le judo, le karaté-do, ce terme-là, en japonais, signifie le chemin. C'est le chemin de la réalisation personnelle, c'est le chemin du développement personnel. Et donc les arts martiaux, en ce sens, sont une invitation à se découvrir pour mieux vivre avec les autres et avec soi-même. C'est vrai que quand on parle des arts martiaux, pour certains, on pourrait tout de suite penser, on pense au sport de combat et on ne fait peut-être pas forcément le lien avec la spiritualité. Pour pouvoir faire le lien rapidement, est-ce que tu aurais un exemple à partager avec nos auditeurs entre la spiritualité et la spiritualité et les arts martiaux? Tout à fait. Ce qui est important dans les arts martiaux, ce ne sont pas les techniques, en fait, ce sont les principes qui régissent ces pratiques. Et un des principes auxquels je tiens beaucoup, c'est la recherche de l'unité. Alors, quand on pratique, on recherche une unité physique, c'est-à-dire que notre corps, il faut réussir à faire en sorte qu'il agisse en étant un, c'est-à-dire il ne faut pas être désarticulé, il ne faut pas qu'il y ait les jambes d'un côté, les bras de l'autre. Donc on se centre par rapport au centre vital qu'on appelle le hara, qu'on situe à peu près au niveau du ventre. Mais il faut aussi faire un avec son mental
faut faire un avec la technique. Et quand cette unité entre technique, corps et esprit est réalisée, on cherche aussi à faire un avec ce qui nous entoure, donc avec l'univers. Et en ce sens, je pense que les arts martiaux, effectivement, dans la recherche de l'unité, sont un chemin vers le développement personnel. Alors, le livre s'appelle « La vie est un dojo ». Qu'est-ce que c'est un dojo? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui. Alors, le dojo, alors justement, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il y a le terme « do ». En fait, bon, ça s'écrit avec des idéogrammes, hein, des caractères chinois ou japonais. Do, c'est la voie, c'est le chemin. Donc, c'est le chemin dans le sens de la recherche spirituelle, dans le sens du développement personnel. Et Jo, ça détermine tout simplement le lieu. Donc, le dojo, c'est le lieu où en fait on étudie la voie du développement personnel. C'est un terme qui est emprunté au bouddhisme zen. En fait, dans le bouddhisme zen, le dojo, c'est le lieu où on fait la méditation et où on étudie la voie du zen. Et ce terme, en fait, a été récupéré par les arts martiaux. Et on voit bien ici qu'il y a un lien étroit entre les arts martiaux japonais et le bouddhisme zen. Alors dans le livre « La vie est un dojo », tu nous l'as expliqué, il y a des pistes pour prolonger la pratique des arts martiaux dans la vie quotidienne. Mais justement, quel est le lien entre les arts martiaux et la vie quotidienne? Comment est-ce qu'on peut justement pratiquer les arts martiaux au quotidien? Alors la chose fondamentale dans la pratique des arts martiaux, c'est se connaître soi-même. C'est un petit peu utopique de vouloir combattre et prétendre gagner si on ne connaît rien de soi-même. Et le travail sur soi, c'est un travail... on sait quand on le commence, on ne sait pas quand on le termine. En fait, c'est un travail qui se poursuit toute sa vie. Et donc, le travail sur soi, c'est... on peut travailler à tout instant de la journée. À partir du moment où on se réveille jusqu'au moment où on se couche, on peut travailler sur soi, on peut travailler sur sa respiration, on peut travailler sur sa présence, on peut travailler sur son relâchement, on peut travailler sur plein de choses. Et c'est ce que je développe effectivement dans plusieurs fiches de ce livre. En fait, le livre il est constitué sous forme de fiches. En fait, c'est une fiche par jour, donc il y a 365 fiches. En réalité, il y en a 366. Et dans chaque fiche, il y a soit une proposition de réflexion, soit un exercice à pratiquer, soit un apport de connaissances. Et ces fiches sont classées par thème, ce qui permet au lecteur de pouvoir se rapporter aux fiches qui l'intéressent le plus. Alors concrètement, quels sont les principes ou les outils que l'on trouve dans les arts martiaux qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours? Alors j'en ai parlé un petit peu, déjà en parlant de l'unité, mais il y a aussi tout le travail sur la concentration. Parce qu'effectivement, le travail de la concentration nous amène aussi à... Alors, la concentration, c'est quelque chose d'un petit peu... Il y a deux aspects dans la concentration. Il y a la concentration qui vise à aller vers soi, c'est-à-dire on focalise sur un point. Mais dans les arts martiaux, il y a aussi la notion de concentration, c'est aussi le fait d'être très ouvert. C'est défocaliser, au contraire. Donc, par exemple, quand on est en combat, il faut à la fois être centré sur soi, mais en même temps voir tout ce qu'il y a autour. Et donc, il y a une double... dans cette concentration, il y a une double notion. Et ces deux notions à la fois s'opposent et sont complémentaires. Comme souvent, beaucoup de notions qu'on aborde dans les arts martiaux. Vous connaissez tous un petit peu le symbole taoïste du yin et du yang,
voilà, il y a toujours un petit peu de deux aspects hein, dans chaque chose, et ces aspects sont à la fois complémentaires et opposés. Donc la concentration. Il y a le travail sur soi qui correspond aussi au travail sur l'ego. En fait, l'ego, c'est... pareil, il y a deux aspects dans l'ego. Bon, bien sûr, en fonction des auteurs, des philosophes et des psychologues, la définition de l'ego est différente, mais l'ego, d'une certaine manière, il y a une partie qui nous protège, et on en a besoin. Et puis, il y a une partie de l'ego qui a tendance un petit peu à vouloir prendre le dessus sur nous, à nous empêcher d'être dans la présence, dans l'ici et maintenant. Et donc l'ego nous renvoie plutôt au futur et au passé, et nous empêche donc de vivre l'instant présent. Et ce travail sur soi, c'est effectivement retrouver, redonner à l'ego sa juste place. Ensuite, il y a tout le travail sur les perceptions. Il y a les perceptions, tout le monde connaît bien sûr les perceptions de base, la vue, le toucher, le goût, l'odorat. Mais dans les arts martiaux, on cherche à atteindre un autre niveau de perception. Donc déjà, être capable d'accueillir et de reconnaître ce qui se passe dans son corps. Il se passe beaucoup de choses dans son corps. Le corps est un maillon entre notre inconscient et notre état conscient. Et à travers le corps, il y a beaucoup d'informations qui véhiculent. Parmi ces informations, vous connaissez par exemple les émotions, notamment par exemple la peur. Et il faut être capable de les reconnaître, de les accueillir, et ensuite bien sûr pas de les maîtriser, mais de ne pas se laisser envahir par ces émotions-là. Il faut qu'elles deviennent une aide à mieux se connaître et pour mieux agir, et ça ne doit pas devenir des freins. Voilà. Et parmi cette capacité de perception, il y a aussi la notion d'intuition, puisqu'en fait, si je reprends par exemple l'expérience du combat en karaté, une fois que vous avez vu l'adversaire bouger et attaquer, c'est trop tard. C'est très important de pouvoir anticiper. Et pour anticiper, il faut être capable de sentir ce qui se passe. Et donc, il faut développer son intuition. Et un autre aspect, c'est ce qui rejoint un petit peu l'unité, mais il faut pouvoir être ancré. Il faut être ancré dans son corps. Il faut être aligné pour pouvoir avoir l'action juste au moment juste. Voilà. Je pense que tous ces aspects-là, ce sont des principes fondamentaux des arts martiaux qui peuvent trouver leur application dans la vie de tous les jours. Comme par exemple actuellement, nous vivons un climat un petit peu particulier dans la situation actuelle où il y a beaucoup de peur. Et la gestion de la peur, ça fait partie c'est la base des arts martiaux, je dirais. Quand en combat, obligatoirement, on a peur. Et la peur, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose tant qu'elle nous donne de la vigilance. Mais quand elle nous paralyse, elle nous tétanise, c'est plutôt embêtant. Oui. Et donc la gestion de la peur, par exemple, c'est très important. Et par exemple, on peut le faire, on peut gérer la peur par le travail de la respiration. Alors ça fait quand même pas mal de points, pas mal d'outils qu'on peut utiliser quotidiennement grâce aux arts martiaux, mais cela dit, voilà, si on commence, si on débute, ça fait beaucoup d'un coup. Comment on fait pour s'y prendre et commencer ? Alors pour un pratiquant d'arts martiaux, au début, de toute façon, le travail, c'est commencer à maîtriser son corps. Maîtriser son corps et maîtriser sa respiration. Personnellement, dans mon enseignement, j'apporte beaucoup d'importance au travail de la respiration. C'est un travail que j'ai découvert avec différents maîtres japonais et que j'ai
pu renforcer notamment dans le travail du systema, l'art martial russe, où la respiration est vraiment un pilier de la pratique. Et le travail de la respiration, on peut le faire tous les jours, à tout instant. C'est quelque chose de complètement fondamental. On sait respirer normalement à la naissance, mais avec le stress, avec la perte de conscience de son corps, etc., on oublie la bonne façon de respirer. Et donc on a besoin de rééduquer notre mental, de rééduquer notre corps pour retrouver cette fluidité dans la respiration, ce naturel, qui contribue bien sûr à notre santé mentale et physique, puisque la respiration a la particularité d'être un lien entre le corps et le mental, entre la matière et le spirituel. Et en ce sens, la respiration est très, très importante. Pour quelqu'un qui ne pratique pas les arts martiaux, en prenant certaines fiches de mon livre, où je détaille par exemple des exercices de respiration, les gens peuvent déjà prendre conscience de leur corps, de leur respiration, de ce qui se passe en eux. Il y a beaucoup de fiches où je détaille tous ces aspects. Et donc c'est une fiche par jour, c'est ça ? Oui. Et c'est dans l'ordre ou on peut voir dans le désordre ? Alors, on peut lire toutes les fiches dans le désordre, puisque chaque fiche est un petit peu indépendante des autres, même s'il y a des liens. Dans le livre, il y a 4 parties. La première partie, c'est une partie qui traite du travail externe, donc c'est tout ce qui est lié au travail du corps, donc les qualités physiques, voilà, le renforcement musculaire, le travail de la souplesse, de l'équilibre. Et je propose des exercices qui peuvent se faire à la maison, mais aussi au bureau, par exemple sur une chaise, dans son bureau. Voilà, donc c'est important. Ça traite aussi de tout l'aspect coordination. Voilà, c'est vraiment dans la pratique des arts martiaux, en tant qu'enseignant, ce que je rencontre, c'est des gens qui ont beaucoup de problèmes de coordination, des gens qui n'ont pas fait assez d'activité physique peut-être dans leur vie, et la coordination des membres est très très importante, et souvent les arts martiaux, ça permet de se rééduquer, de se réapproprier son corps, à travers pas mal d'exercices. Ensuite, j'aborde aussi la relaxation, parce que contrairement à l'image peut-être qu'on peut avoir des arts martiaux qui est véhiculée par les films, alors je remercie quand même tous les films d'arts martiaux qui ont permis de développer ces disciplines, de les rendre populaires, mais en même temps, hélas, elle donne une image qui n'est pas juste de ce que sont les arts martiaux, et notamment une image de personnes qui crient partout, qui sont crispées, qui sont tendues, alors qu'en fait, la base du mouvement, c'est la relaxation. On ne peut pas bouger si à un moment donné, on ne se détend pas. Voilà. Et avoir conscience de ces tensions, c'est très important, et en ce sens, le travail de la relaxation est vraiment primordial. Mais hélas, je pense un peu trop souvent négligé dans la pratique du karaté notamment. Et puis dans ce travail externe, je traite aussi de la santé, parce que comme je disais au préalable de tout à l'heure, avant de chercher à se défendre, il faut d'abord se protéger et prendre soin déjà du capital qu'on a. Et notre capital santé, il est primordial. Donc effectivement, la base, c'est de bien manger, c'est de bien dormir, c'est de bien respirer. Voilà, toutes ces choses-là. Ensuite, la deuxième partie, c'est le travail, je parle du travail interne. Alors, dans le travail interne, je parle justement de la respiration, la concentration, que j'ai abordé tout à l'heure, l'alignement et l'ancrage, et tout ce qui est de l'ordre des perceptions. Et la troisième partie traite du développement personnel,
Donc dans le développement personnel, j'aborde le travail sur l'ego, la présence dans l'instant présent. J'aborde aussi les états de conscience. Alors peut-être qu'on y reviendra si on a le temps un peu plus tard sur les états de conscience. Et le travail sur la connaissance de soi. Et la dernière partie, j'aborde les stratégies. Donc en fait, c'est les stratégies des arts martiaux appliquées à la vie quotidienne. Donc c'est par exemple les stratégies de combat, les notions d'anticipation, d'organisation, la prise de décision. Comment ces principes-là, on peut les utiliser pour mieux gérer sa vie. Une partie sur comment mieux progresser dans sa discipline. Donc là, ça s'adresse effectivement plus aux pratiquants. Et une dernière partie sur la communication. En fait, pour moi, les arts martiaux, le combat, c'est un dialogue. C'est un dialogue entre deux personnes, un dialogue qui se déroule au niveau non verbal. Et cette communication, elle peut être violente, elle peut être ou non violente. Et donc je fais un lien avec la communication non violente. Et je pense que c'est le summum de l'art martial, c'est de pouvoir désamorcer la violence. Nous allons poursuivre la discussion dans quelques instants. Cela dit, c'est le moment de passer à la première page promotionnelle. Donc, restez avec nous, auditeurs, auditrices, et sachez que vous allez avoir la possibilité également d'intervenir pour échanger avec notre invité Areski Ousrout pour partager vos témoignages ou poser des questions en appelant au 08 92 23 95 20. Tout de suite, on va passer donc à la première page promotionnelle pour avoir toutes les informations afin de retrouver le livre de notre invité après cette émission. Notre invité ce soir sur Radio Ici et Maintenant, Areski Ousrout, qui est l'auteur du livre La vie est un dojo. Alors ce livre présente les principes des arts martiaux et des exercices pour les utiliser dans la vie quotidienne sous forme de fiches faciles à lire, comme vous avez pu l'entendre il y a quelques instants. Il y a donc 366 fiches, une par jour, à mettre en pratique. Une grande partie du livre est consacrée au développement personnel et il s'adresse aussi bien aux pratiquants d'arts martiaux qu'aux non-pratiquants. Alors, pour toute l'actualité de notre invité Areski Ousrout, ses ouvrages, ses séminaires, ses cours de karaté, toutes les informations et les liens sont disponibles sur son blog karaté-france.fr, karaté-france.fr. Je vous appelle le nom de notre invité, Ousrout, O-U-Z-R-O-U-T, Areski, A-R-E-S-K-I. Et pour vous commander le livre La vie est un dojo, vous pouvez aller sur le site budo.fr, donc budo.fr pour vous commander le livre La vie est un dojo, et le site karaté-france pour toutes les actualités et les informations en lien avec notre invité Areski Ousrout. Donc n'hésitez pas, vous allez également avoir la possibilité d'intervenir dans quelques minutes pour échanger avec notre invité et poser vos questions. Alors on poursuit l'émission toujours en direct, c'est l'émission Santé et Spiritualité. Alors Areski, là juste avant la page promotionnelle, tu nous expliquais que les arts martiaux c'est pour désamorcer la violence. Alors j'ai compris bien sûr toutes les explications, mais après quand on parle de sport de combat, quand même, c'est comment est-ce qu'on peut désamorcer la violence si on est en train de faire un combat, en fait? Est-ce que tu peux nous expliquer?
Alors, bon, déjà, quand on apprend les arts martiaux, il y a des étapes. Hein. On ne rentre pas dans la salle d'entraînement et on n'est pas face à à une brute qui va nous taper dessus. Donc il y a tout un travail. En fait, l'entraînement, c'est principalement de la coopération. L'image qu'on a du combat, c'est de l'opposition. Ce sont des gens qui vont se taper dessus. Et en fait, l'entraînement du dojo, c'est jamais ça, en fait. C'est toujours de la coopération. Alors, cette coopération, elle est variable. C'est-à-dire qu'on commence avec 100% de coopération. Et petit à petit, en fonction de la maîtrise qu'on a de ces gestes, en fonction de la personne qu'on a en face de soi, cette coopération, et en fonction des instructions du professeur, cette coopération, elle va diminuer. On va essayer d'être de moins en moins coopératif. Mais il y a toujours une part de coopération, même dans le travail le plus dur, le plus proche, je dirais, de la réalité. Il y a toujours de la coopération parce qu'on est à l'entraînement. Et le partenaire, même s'il essaye de nous amener dans nos retranchements, il est toujours bienveillant. Et donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je faisais référence un petit peu aux films d'arts martiaux, aux films de ce qu'on appelle les films de kung-fu, de karaté, oui. Où effectivement, il y a plutôt... on met en avant cette violence, mais en réalité, à l'entraînement, les gens sont toujours très bienveillants, en fait, et très coopérants. Donc, il y a effectivement une différence entre la situation éventuellement qu'on peut rencontrer si un jour on est agressé dans la rue par quelqu'un qui nous veut du mal, et l'entraînement. L'entraînement, c'est toujours bienveillant. Donc, par exemple, je vais vous prendre un exemple, c'est le travail en lenteur. C'est-à-dire que on va beaucoup étudier lentement les choses, déjà pour ne pas se faire mal, mais aussi pour pouvoir être présent dans ce qu'on fait, pour avoir conscience de son geste. Et ce travail en lenteur, il est très important. D'ailleurs, il est beaucoup utilisé dans le systéma. Ce travail en lenteur, il nous permet aussi donc de travailler sur soi, parce qu'en fait, le travail en lenteur va irriter notre système nerveux et va irriter notre ego, parce que l'ego n'aime pas ça qu'on travaille lentement. Mais en fait, pour progresser rapidement, il faut travailler lentement. Les gens veulent aller trop vite, et en allant trop vite, en fait, ils se blessent, ils se font mal. Et c'est un petit peu comme dans la vie quotidienne, en fait. On veut faire les choses vite, on va aller trop vite. De temps en temps, c'est bien de s'arrêter, prendre du recul, envisager les solutions possibles. Voilà, c'est bien de s'arrêter. On est dans un monde qui nous pousse à aller vite, vite, vite. Et en fait, il faut faire le contraire. Et dans les arts martiaux, c'est pareil. En fait, il faut chercher à exploiter cette lenteur pour ensuite être plus rapide. Voilà, parce que avec la lenteur, on va bien développer sa coordination motrice, on va bien prendre conscience de son corps dans l'espace, on va avoir une meilleure vision des opportunités qui se présentent à nous pour réagir. Et en fait, c'est la même chose dans la vie. Si on sait prendre du recul, si on sait prendre le temps avant de prendre une décision, on fera probablement le meilleur choix. D'accord. Bon, alors c'est dans la bienveillance, alors les cours, et c'est pas comme dans les films. Mais tout de même, on sera apte de se défendre si jamais on se fait agresser dans la rue, non ? Oui, tout à fait. Mais en fait, le plus important pour les gens qui veulent apprendre à se défendre, c'est pas tellement la technique. Bon, la technique, ça peut aider, mais la première chose, c'est l'état d'esprit. C'est le positionnement. Et j'aime bien raconter un petit peu une anecdote
quand j'ai commencé à enseigner le karaté, donc c'était un de mes premiers clubs de karaté, donc j'avais dans les 25-26 ans. Et il y a une dame, je ne sais pas quel âge elle devait avoir, une quarantaine d'années, mais elle faisait beaucoup plus vieille parce qu'elle se vieillissait, je dirais. Et c'était une personne qui venait au karaté parce qu'elle s'était fait agresser. En fait, quelqu'un lui avait arraché son sac et elle avait été pétrifiée. Alors heureusement, elle n'avait pas reçu de coup, mais on lui avait arraché son sac et cette situation l'avait fortement choquée, perturbée psychologiquement. Physiquement, elle n'a rien eu, mais psychologiquement, ça a été un très grand choc. Donc elle est venue au karaté pour surmonter ça et peut-être pouvoir se défendre la fois suivante. Sauf que même à l'heure actuelle, j'avais jamais rencontré quelqu'un aussi mal à l'aise dans son corps, qui avait autant de difficultés à bouger son corps. Et en fait, elle était tellement, je dirais, coincée physiquement qu'elle n'osait même pas faire les mouvements qui étaient demandés dans le cours au départ. Et elle passait les premières séances, elle passait le cours juste à regarder ce que faisaient les autres. Elle n'osait pas se mettre en mouvement. Et petit à petit, elle a pris confiance en elle, elle a pris confiance dans le regard des autres, et elle a commencé à bouger son corps et à faire ce qui était demandé. Et je pense qu'elle avait dépassé elle s'est confrontée aussi à des exercices à deux, de combat, etc. Elle a vu que finalement, avant d'être blessée ou de mourir, il y avait de la marge. Et 6 mois après avoir commencé les cours de karaté, elle s'est retrouvée à nouveau dans la même situation qui l'avait amenée au club. C'est-à-dire que quelqu'un a voulu lui arracher son sac. Et donc, elle n'a pas laissé la personne arracher son sac. Elle s'est cramponnée à son sac. Alors moi, je ne l'aurais pas conseillé de faire ça parce que c'est aussi une bonne façon de se faire taper dessus. Mais en fait, l'agresseur, voyant de la résistance, n'a pas insisté et s'est enfui. Et en fait, pour elle, c'était une grande victoire sur elle-même et sur l'agresseur parce que, en fait, elle n'a pas été pétrifiée comme la première fois. Elle a trouvé la ressource en elle pour physiquement dire non, je ne me laisse pas faire. Et en fait, souvent, l'attitude mentale prime sur la connaissance technique. C'est votre attitude mentale qui va faire que vous allez pouvoir vous défendre, ou en tout cas, avant de se défendre, l'idéal, c'est d'éviter d'être attaqué. Absolument. Et toi, est-ce qu'en 46 ans, tu as eu une situation où tu devais te défendre et mettre en pratique justement tous ces enseignements ? Ces enseignements, je les mets en pratique au quotidien. Mais pour te défendre pour de vrai lors d'une agression, est-ce que tu l'as déjà fait ? Oui, en fait, j'ai travaillé longtemps en tant qu'éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. C'est le ministère de la Justice. Donc, en fait, je m'occupais d'adolescents en difficulté et certains avaient beaucoup de mailles qui avait beaucoup de difficultés avec la justice. Et ça m'est déjà arrivé, effectivement, d'être amené à maîtriser des jeunes. Par exemple, deux fois, je me suis fait attaquer par un jeune avec une barre de fer. Et en fait, j'ai pu désarmer les jeunes sans leur faire mal. Voilà, mais en fait, ça m'a semblé tellement facile en fait quand on est entraîné au quotidien à anticiper les coups, à les voir arriver, etc. Quelqu'un qui n'est pas expérimenté, qui vous attaque, on a l'impression que tout se passe au ralenti. C'est très facile. Donc du coup, c'est aussi facile de pas user de sa force, de pas être violent, mais d'essayer de résoudre, juste de montrer à la personne que ça sert à rien d'aller plus loin et
Et voilà, ça s'est plutôt bien terminé pour nous deux. Eh bien, tant mieux. Toujours sur Radio Ici et Maintenant pour l'émission Santé et Spiritualité avec notre invité Areski Uzroud qui nous parle donc de son dernier livre La vie est un dojo. Alors, en ce qui concerne les arts martiaux, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour pratiquer? Est-ce que, par exemple, tout à l'heure tu nous parlais de cette dame qui qui ne se sentait pas bien dans sa peau, etc. Est-ce que tout le monde peut pratiquer les arts martiaux? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cela? Oui, tout le monde peut pratiquer les arts martiaux en fait. Moi je commence l'enseignement aux enfants dans mes clubs. C'est pas moi qui fais aux plus jeunes à partir de 6 ans. Moi je fais à partir de 7 ans, mais il y a des clubs qui commencent même à partir de 3 ans. En fait, tout dépend il faut adapter l'enseignement aux catégories d'âge et puis aussi aux objectifs des personnes. À partir du moment où c'est pas une pratique compétitive, il n'y a pas d'âge pour commencer ou pour commencer. Moi, je pense que la personne la plus âgée qui a commencé avec moi, elle devait avoir 70 ans. En fait, la pratique, elle doit être adaptée à ce qu'on peut faire. Même quelqu'un d'expérimenté, par exemple comme moi, arrivé à un moment donné dans sa vie, on peut avoir des difficultés physiques, on peut être blessé quelque part, on peut avoir, je sais pas, c'est pas mon cas, mais on peut avoir de l'arthrose ou des choses comme ça. Et donc, on est obligé d'aménager sa pratique. Apparemment, on ne recherche pas une performance, mais plutôt un bien-être. Il n'y a aucune raison de se priver de cet outil-là. Est-ce que les arts martiaux peuvent nous permettre de résoudre des problèmes dans notre vie, enfin de penser plus positivement, d'être plus heureux? Si oui, même si on a eu quand même quelques explications, est-ce que tu peux développer ce point-là? Alors, tout à fait. Souvent, on a des blocages qui sont liés à nos croyances. Nous avons tous des croyances limitantes, voire négatives. On a besoin de croyances, mais il arrive à un moment donné où nos anciennes croyances nous desservent plutôt que ne nous servent. Je prends un exemple. Une image plutôt. Pour traverser une rivière, par exemple, on peut utiliser une barque. Cette barque nous est utile pour traverser la rivière, mais une fois qu'on est arrivé de l'autre côté, a-t-on besoin de continuer à porter la barque sur le dos? Ça va nous empêcher de marcher sur la terre. Donc une fois qu'on a utilisé la barque, quand on n'en a plus besoin, on l'abandonne. Et avec les croyances, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a besoin de certaines croyances pour grandir, pour avancer dans la vie. Mais arrivé à un certain moment donné, il faut savoir les lâcher, les abandonner pour passer à d'autres croyances qui nous sont plus utiles. Donc, dans la pratique des arts martiaux, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire certains mouvements, mais pas parce qu'ils n'ont pas les capacités physiques, pas parce qu'ils n'ont pas les capacités mentales, mais parce qu'ils imaginent qu'ils ne peuvent pas réussir. C'est dans leur tête, où ils ont une vision qui est complètement déformée de ce qu'il faut faire. Et dans la vie, c'est pareil, en fait. Il faut être en capacité d'observer nos croyances en disant, mais voilà, pourquoi je pense que je ne suis pas capable de faire ça? Et de les réviser et de passer et de se dire oui, si, il y a aucune raison, je peux réussir. Donc changer son état d'esprit pour avancer. Voilà, donc en ce sens, je pense que les arts martiaux peuvent nous aider dans la vie quotidienne à prendre du recul sur notre vie et à s'observer, voir quels sont les points de blocage,
quels sont les points qui nous empêchent d'être heureux, d'être aimé, de se réaliser. Et en fait, on est responsable de sa vie. On est responsable de sa vie et on a tous les outils, tous les moyens pour faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible. Alors tout à l'heure, tu nous disais que tu allais approfondir la question des états de conscience modifiés. Est-ce que on pourrait en parler maintenant, justement ? Oui. En fait, on vit tous des états modifiés de conscience, ne serait-ce que quand on dort. Voilà, donc dans les états les états modifiés de conscience sont liés un petit peu sont liés beaucoup à notre cerveau, aux ondes de notre cerveau. Donc en fait, par exemple actuellement, là, nous sommes en état de conscience bêta. C'est l'état de veille. Mais dans les arts martiaux, on cherche plutôt à être en état, ce qu'on appelle l'état alpha. C'est un état de semi-veille, semi-sommeil, mais c'est pas le sommeil non plus. Et dans cet état-là, il y a une perméabilité entre l'inconscient et le conscient. Et en fait, cette perméabilité permet en fait d'utiliser la force de l'inconscient dans le présent. Et dans les arts martiaux japonais, il y a un état qu'on appelle le mushin. Mushin, mu, ça veut dire c'est la négation, ça veut dire non. Et shin, c'est l'esprit. En fait, c'est l'état d'esprit où en fait on s'attache à rien et on est dans un état où en fait on est en connexion un petit peu avec tout. Alors quand on ressent cet état-là, en fait, souvent par exemple, les gens quand ils conduisent une voiture, et qu'ils font un parcours qu'ils font quotidiennement, il arrive à un moment donné où en fait ils pensent plus vraiment à la route. C'est comme si la voiture se conduisait par elle-même. Et ben c'est un petit peu cet état-là. C'est un état en fait, on n'est pas endormi, on a l'impression de ne pas être complètement conscient, et pourtant, même s'il y a un obstacle qui arrive sur la route, et ben on a le bon réflexe, on a la bonne attitude. Parce qu'en fait, c'est notre inconscient qui nous gère. Et dans l'état de mushin, c'est ce qu'on appelle aussi dans le sport l'état de flow. C'est un état où on a l'impression d'être sur un nuage. Et quand on interroge les sportifs qui ont expérimenté cet état-là, ils disent tous que en fait le geste était facile, la victoire était facile. Ils n'ont pas fait d'effort. Et dans cet état-là, on a l'impression qu'il y a une autre partie de nous-mêmes qui prend le relais, une partie plus forte, une partie qui sait ce qu'il faut faire. Et on arrive à des résultats qu'on n'arriverait pas simplement dans un état de conscience ordinaire. Donc cet état de mushin ou de flow, c'est un état qui est recherché parce que aussi il permet bien sûr plus d'intuition. Et cet état, on arrive à le provoquer par l'entraînement, par la répétition des mouvements. Bien sûr, l'idéal étant de pouvoir rentrer dans cet état le plus rapidement possible et de manière la plus instantanée possible. On peut provoquer cet état aussi par des exercices de respiration. C'est ce qu'on trouve en fait aussi dans le chamanisme. Il y a beaucoup d'exercices qui permettent d'entrer dans cet état-là. Et donc voilà, ce sont les états modifiés de conscience qu'on recherche dans les arts martiaux et qui peuvent aussi être utiles dans la pratique, dans le quotidien. Et donc pour atteindre cet état-là, il y a, comme tu l'as dit, des exercices qu'il faut faire avant de commencer, c'est ça ?
Alors pas spécialement avant, en fait il s'agit de rentrer dans ces exercices. Donc par exemple en karaté il y a des exercices, simplement des répétitions de mouvements. En fait quand on répète un mouvement pendant plusieurs dizaines, voire centaines de fois, voire même milliers de fois, à un moment donné on lâche prise, on lâche prise sur mentalement, et on rentre dans cet état parce qu'on est fatigué, parce qu'on arrête de penser. Et il y a aussi des exercices comme ce qu'on appelle les katas. Les katas, ce sont des figures codifiées de mouvements, et ce sont des mouvements qu'on répète qui sont toujours les mêmes, et en fait on rentre dans une forme de méditation. En fait, la pratique des arts martiaux sont aussi qualifiés de méditation en mouvement. Et la méditation, c'est un moyen de rentrer dans un état de conscience modifié. L'intérêt dans les arts martiaux, c'est qu'on le fait en bougeant. Mais c'est ce qu'on peut faire aussi au quotidien en faisant une marche, par exemple. On peut rentrer dans des états de modifié de conscience. En faisant la vaisselle, souvent on rentre dans ces états-là. Et en fait, tout un chacun dans la journée, on rentre dans ces états modifiés de conscience, mais on n'en a pas conscience. Voilà. La pratique des arts martiaux nous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans notre vie, et de bien comprendre qu'on est parfois dans ces états-là. Alors nous poursuivons l'émission Santé Spiritualité avec notre invité Areski Ousrout, auteur du livre La vie est un dojo, et donc on pourra bientôt ouvrir le standard pour écouter vos questions, et pourquoi pas également vos témoignages au 08 92 23 95 20. Alors même si on ne fait pas de pause musicale en attendant vos appels, vous pouvez quand même appeler, il n'y a pas de problème. Alors Areski, selon toi, voilà, il y a des points communs entre le combat et la communication. Tu nous as donné quelques exemples aussi pendant l'émission, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce parallèle qui n'est peut-être pas forcément évident pour les personnes qui ne connaissent pas les arts martiaux et qui viennent justement d'en savoir plus ce soir grâce à l'émission? Alors, l'image qu'on a du combat, c'est une opposition. Alors effectivement, le combat, en fait, ritualise. En fait, par le combat, on ritualise un conflit. À l'entraînement, par le combat, on ritualise un conflit. Comment résoudre ce conflit? Alors on peut résoudre le conflit par la force, par la brutalité, mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'apprendre les arts martiaux, parce qu'en fait, la brutalité, tout le monde en est capable. On peut résoudre le conflit autrement. On peut résoudre le conflit en accompagnant l'autre, en lui montrant une autre voie, en lui montrant que son agression ne mène à rien. Alors il y a une discipline qui en a fait son leitmotiv, c'est l'aïkido. C'est-à-dire que dans l'aïkido, on cherche à accompagner l'agressivité de l'autre et à la retourner contre lui-même, juste à temps que la personne comprenne qu'il faut arrêter la violence. Donc je disais effectivement, donc le combat c'est une communication. Le combat en karaté, en fait, ce sont deux centres qui s'affrontent. On cherche à imposer son centre. Donc le centre c'est au niveau du hara qui se trouve en dessous du nombril, et on essaye il y a deux possibilités: soit on détruit le centre de l'autre pour imposer le sien, on prend la place de l'autre, un petit peu comme aux échecs, quand
quand on prend la pièce de l'adversaire et on pose sa pièce à la place. Ou sinon, on accompagne le centre de l'autre un petit peu comme dans une danse, dans un tourbillon. Donc ça se fait de manière assez voluptueuse, de manière plus douce. Il n'y a pas de cassure. Et on l'amène soit où on veut, ou là on peut aller ensemble pour qu'il y ait un compromis, pour que chacun puisse sortir du conflit de manière honorable, avec la tête haute. Et pour moi, ça rejoint un petit peu la communication non violente. Dans la communication non violente, on cherche à être à l'écoute de l'autre. Et en combat, c'est pareil en fait. On ne peut pas combattre sans prendre en considération l'autre. Il faut avoir de la sensibilité, il faut comprendre ce que l'autre veut. Quelles sont ses intentions, même si elles peuvent être malveillantes. Mais si on ne ressent pas l'autre, si on n'est pas à son écoute, on ne peut pas le comprendre et on ne peut pas aborder le combat de manière sûre. Et dans la communication non violente, c'est la même chose en fait. On demande à la personne ce qu'elle attend. On cherche à écouter quels sont ses besoins fondamentaux qui n'ont pas été entendus ou qui ont été blessés, qui ont été heurtés. Et quand la personne peut exprimer son ressenti par rapport à ces besoins fondamentaux qui n'ont pas été, comment dirais-je, satisfaits, et ben on peut communiquer avec elle sur un plan d'égalité, je dirais, où on cherche à faire en sorte que la personne se sente mieux. Et dans le combat, c'est la même chose en réalité dans les arts martiaux, en tout cas dans la façon que je les conçois et la façon dont je les enseigne et pratique. C'est accompagner l'autre vers un mieux-être en fait. L'issue du combat, c'est pas de gagner en fait. L'issue du combat, c'est que chacun puisse repartir avec son honneur, avec sa fierté, avec son intégrité. Et donc dans les arts martiaux, en fait, le but c'est pas de gagner, c'est de pas perdre. Merci Areski pour la réponse. Alors on va poursuivre dans quelques minutes. Cela dit, c'est le moment de rappeler les informations aux auditeurs et auditrices pour qu'ils puissent te retrouver après cette émission. Donc deuxième page promotionnelle tout de suite sur Radio Ici et Maintenant. Alors ce soir, on est avec Areski Uzrut, l'auteur du livre « La vie est un dojo ». Je vous rappelle que ce livre présente donc les principes des arts martiaux et des exercices pour les utiliser dans la vie quotidienne sous forme de fiches faciles à lire. Et il y a 365 fiches, une par jour à mettre en pratique, et une grande partie du livre est consacrée au développement personnel. Il s'adresse à tout le monde, aussi bien aux pratiquants d'arts martiaux qu'aux non-pratiquants. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité de Areski Uzrut, ses ouvrages, ses séminaires, ses cours de karaté, toutes les informations et liens sur son blog karaté-france.com, karaté-france.com. Je vous appelle aussi le nom de notre invité pour que vous puissiez le retrouver si vous avez envie de chercher sur les sites, sur un moteur de recherche. Donc Uzrut, O-U-Z-R-O-U-T, Areski, A-R-E-S-K-I. Et vous pouvez commander le livre La vie est un dojo sur le site budo.fr, B-U-D-O, budo.fr.
Alors Areski, on a une question d'un auditeur sur le forum. La question c'est, est-ce qu'il y a des points qui tuent comme dans le film Kill Bill de Tarantino? Alors, dans les arts martiaux, donc effectivement, hein, ce sont à l'origine des arts de combat, hein, et ce sont des arts qui peuvent à la fois donner la mort et donner la vie. Et effectivement, il y a des points, ce qu'on appelle les points vitaux. Il y a des points du corps frappés d'une certaine manière peuvent causer de graves dégâts. Alors ça peut aller d'un handicap temporaire, ça peut être créer un arrêt cardiaque. Oui, il y a des points très dangereux sur lesquels il faut faire très attention. On apprend effectivement, on en apprend certains quand on pratique, déjà parce qu'il faut faire attention, hein, et un petit peu... donc effectivement, quand on sait comment on peut faire très très mal, on a aussi beaucoup de responsabilités, parce que on peut faire usage de ce genre de connaissances. C'est une responsabilité énorme. Voilà. Mais effectivement, ça existe. Alors, on a Garnon avec nous. Bonjour Garnon, on t'écoute, tu es à l'antenne. Areski, bonjour à tous. Bonjour. Je me demandais, Areski, s'il y avait une seule chose à retenir dans toutes ces pages qui égrènent les jours de l'année, quelle serait-elle? Merci Garlon pour cette question. Oui, bonjour Areski. Je me demandais si, dans tout ce que tu as pu écrire, s'il y avait une seule chose à retenir dans toutes ces fiches qui égrènent les jours de l'année, quelle serait-elle? Alors, je pense que le plus important, c'est à la fois d'être... en fait, c'est d'être ancré, d'être un avec soi-même, et de s'ancrer dans la présence. Parce qu'en fait, en étant présent à soi-même, en étant présent dans l'instant, en fait, à ce moment-là, il y a plein de, tout ce dont j'ai parlé en termes d'état de conscience, en termes de connaissance de soi, en termes de travail sur l'ego. En fait, tout ça se condense dans l'instant présent. En fait, quand on est présent dans l'instant, on est vraiment soi-même. Et quand on est vraiment soi-même, en fait, là, on se sent vibrer. On se sent vibrer positivement. Et cette vibration, c'est une forme de joie, en fait. C'est un moment de bonheur. Et c'est cette recherche, en fait, qu'on a aussi dans les arts martiaux. C'est en étant présent, on trouve toute son authenticité. Et je pense, voilà, c'est ce qu'il faudrait retenir. Chercher à vibrer le plus positivement possible pour être présent à soi-même. Et l'indicateur, c'est de se sentir joyeux, en fait, se sentir bien. Oui, alors c'est Garlon qui voulait répondre peut-être. Oui. Parce que ça a été coupé en fait entre-temps. Tu es toujours avec nous? Oui. Est-ce que tu avais d'autres questions? Non, c'était... Je remercie Areski. Merci Garlon pour cette question très intéressante. Merci, bonne soirée. 08 92 23 95 20 pour poser vos questions à Areski Osroud, notre invité, enseignant de karaté, chercheur et donc auteur du livre La vie est un dojo. Vos questions aussi, vous pouvez les poser sur leforum.pm. Voilà, je suis présente sur la page et je regarde pour voir les nouveaux messages aussi sur Instagram
Instagram radio.ici et maintenant. Areski, malgré tout, je pense que pas mal de personnes viennent aux arts martiaux pour devenir plus forts. Et tu écris dans ton livre qu'il faut apprendre à devenir faible. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette contradiction qui est quand même assez importante? Alors c'est vrai que en fait cette citation, à l'origine elle n'est pas de moi, hein, c'est un grand maître de karaté qui enseignait ça à ses élèves en fait. Et c'est vrai que au début la démarche quand on commence les arts martiaux, elle est souvent narcissique. On va être le plus beau, on va être le plus fort. Mais et donc on cherche pas à regarder en fait ce qui va pas bien en nous, quels sont je dirais nos défauts, nos points faibles. Et en fait, ne pas connaître ses points faibles, c'est très très dangereux en fait. C'est très très dangereux en combat parce que l'adversaire, lui, il va en profiter des points faibles. Donc il faut se connaître. Donc c'est chercher à être faible, en fait, c'est chercher à bien se connaître. Et la faiblesse, c'est... Bon, alors il faut renforcer les points faibles, il faut essayer de les changer hein, pour éviter de les avoir. Mais des fois aussi, la faiblesse peut être aussi une force. Et moi, ça me fait penser à un art japonais qu'on appelle le kintsugi. Kin, c'est le symbole qui signifie l'or, et tsugi, ça veut dire rassembler. Et en fait, c'est un art, peut-être que vous avez déjà vu des photos, où, par exemple, on recolle des porcelaines cassées avec une colle dans laquelle il y a un pigment en or. Et ces porcelaines cassées, reconstituées et collées avec ce pigment en or, cette colle en or, donc toutes les brisures, les fissures sont soulignées par cette colle dorée. Et en fait, ça symbolise la résilience. La porcelaine, après avoir été cassée et reconstituée ainsi, elle est très très belle. Mais on voit en apparence toutes les fissures qui sont soulignées par cette colle en or. Et je dirais que connaître ses faiblesses, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, on peut rendre nos faiblesses, faire de nos faiblesses des forces. Et je pense que l'image de ces porcelaines kintsugi, c'est tout à fait ça. C'est le symbole de la résilience. Et donc, quand on connaît ses points faibles et ses points forts, eh ben, effectivement, on peut avancer avec plus de sérénité dans sa vie. En effet, bien, merci pour les précisions, Areski. Alors, on a encore le temps, heureusement, mais ça passe très vite. Hein. Il reste quelques minutes, une vingtaine de minutes quand même avant la fin de l'émission. Donc, je vous rappelle 08 92 23 95 20 pour vos questions en direct et leforum.pm. Alors, tu as pas mal voyagé, notamment au Japon. Tu as pas mal de connaissances sur la culture japonaise, etc. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ces informations, ces connaissances t'ont influencé dans ton parcours et ta vision du monde? Alors, j'ai eu l'occasion une première fois d'aller au Japon, à Okinawa plus particulièrement, puisque Okinawa c'est le berceau du karaté, c'est là où est né le karaté, avant de se diffuser dans le reste du Japon et ensuite dans le monde. Hein. Okinawa c'est une petite île. C'est plutôt un archipel, hein. Il y a plusieurs petites îles qui se situent entre le Japon et les îles principales du Japon et la Chine. Et quand je suis allé là-bas, ce qui m'a marqué dans la pratique du karaté, c'est de voir comment c'était tellement ancré dans leur culture et dans leur quotidien, en fait. La pratique du karaté, c'est quelque chose qu'ils abordent d'une manière très naturelle, très simple, et ça fait partie de leur culture. Et à partir de là, j'ai voulu
comme il y avait des difficultés de dialogue, parce que c'est une province et là-bas, personne ne parlait anglais pratiquement, hein, c'est pas comme une grande ville comme Tokyo, ça m'a donné envie de communiquer avec les gens, et pour ça, il fallait passer par l'apprentissage de la langue japonaise. Donc je me suis mis à étudier le japonais. Et la chose formidable quand on apprend une langue, c'est qu'on approfondit aussi la culture. Et à partir de là, il y a un nouveau monde qui s'est ouvert à moi grâce à l'approche culturelle du Japon. Et voilà, donc j'en ai tiré beaucoup d'enseignements. Ça m'a permis effectivement de mieux comprendre ma pratique et d'aller plus en profondeur dans des concepts que finalement on peut retrouver aussi dans les approches des philosophes occidentaux. Alors on a une autre question d'auditeur sur le forum, je cite: combien de séances seraient nécessaires pour se sentir à peu près à l'aise dans l'acquisition de l'enseignement, même si on n'a jamais fini d'apprendre? Dans l'acquisition de l'enseignement, je comprends pas très bien. Est-ce que c'est pour pouvoir enseigner? Non, pour un débutant. Pour un débutant, combien pour avoir de séances est-ce qu'on a besoin? Alors, en fait, tout dépend des objectifs. Hein. Par exemple, je fais des séminaires pour des gens qui ne pratiquent pas, mais qui veulent... souvent, ce sont des séminaires qui me sont demandés par des entreprises, par exemple. C'est des gens qui veulent découvrir la pratique des arts martiaux, découvrir des principes, voilà, pour toucher du doigt le karaté ou les arts martiaux. Et là, voilà, une séance de 2 heures ou 2 fois 2 heures, ça permet de rentrer de goûter un petit peu aux arts martiaux, mais sans spécialement apprendre les techniques. Après, si on veut vraiment s'engager dans la pratique d'un art martial, sur le long terme, si on veut acquérir un réel niveau technique, ben là c'est tout un cheminement, hein. C'est un cheminement dans les arts martiaux japonais, c'est un cheminement qui est jalonné par des niveaux, hein, par exemple qui sont représentés par des couleurs de ceinture jaune, ceinture orange, ceinture verte, ceinture bleue, ceinture marron, ceinture noire. Et par exemple, pour atteindre le niveau de ceinture noire, en fonction de ses capacités, en fonction de son investissement, ça peut prendre à partir de 3-4 ans jusqu'à... après, ça dépend. Il y a des gens qui, en moyenne, entre 3 et 6 ans de pratique, à raison de 2 à 3 fois par semaine. Et aujourd'hui, tu proposes toujours des cours, n'est-ce pas? Oui. J'enseigne à Meudon et à Asnières, donc dans le 92, en région parisienne. J'enseigne aux enfants à partir de 7 ans et jusqu'aux adultes, en fait. Voilà, donc il y a des cours par tranche d'âge. Est-ce que tu proposes des cours particuliers aussi ou pas? J'ai pas le temps actuellement de donner des cours particuliers. Donc, j'en propose pas. D'accord. Eh ben, merci en tout cas pour les informations. On va prendre un auditeur tout de suite. Donc, je vous rappelle le numéro pour vos questions et témoignages 08 92 23 95 20. Alors, Areski, on a Paul X. Bonjour, Paul X. Oui, bonjour à l'habité, bonjour Areski. Bonjour. Ma question, c'est, j'ai entendu tous les combats différents, enfin bon, les arts martiaux, mais j'ai entendu quelque chose un jour alors je ne sais pas d'où ça vient, mais l'art martial, ça serait d'arriver à éviter le combat. Qu'est-ce qu'en pense l'invité de ce soir, de cette assertion, quoi? Un art martial, essayer d'éviter le combat.
il y a quelque chose que je peux comprendre là-dedans, mais entre une lâcheté, c'est-à-dire fuir, et essayer de maîtriser l'adversaire par, je sais pas, par une gestuelle, par une maîtrise de soi, ça peut dans quelques cas être aussi un salut. Qu'en pense l'invité ce soir? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, elle est très très importante dans les arts martiaux. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, déjà, il faut savoir sur le plan des réactions naturelles, face à un combat, il y a trois options, hein. Soit on combat, soit on fuit, ou soit on se soumet. Mais il y a une quatrième voie en fait dans les arts martiaux, c'est que l'idéal, c'est que le combat n'ait pas lieu. Je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire japonaise par rapport à ça. Un jour, il y a donc c'est à l'ère médiévale, il y a un maître de thé qui est défié en duel par un samouraï. Et il n'a pas d'autre choix que de laver son honneur dans le duel. Donc le maître de thé est très embêté parce qu'il ne sait pas combattre, il ne sait pas utiliser le sabre. Donc il va voir un maître d'armes et lui dit, ben voilà maître, j'ai un duel à faire dans quelques jours, mais je ne sais pas me battre. Pouvez-vous me donner quelques conseils pour pouvoir manier le sabre? Alors le maître d'armes lui dit, connaissant le maître de thé, il dit, voilà, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le sabre, vous allez le tenir dans cette garde haute. En fait, la garde haute, c'est une garde qui est réservée aux pratiquants de sabre d'un niveau très élevé. Et il dit, vous allez fermer les yeux. Et vous allez vous mettre dans l'état, donc on rejoint l'état modifié de conscience dont je parlais tout à l'heure, vous allez vous mettre dans un état, l'état que vous adoptez quand vous faites la cérémonie du thé. Et en fait, quand on fait la cérémonie du thé, le but, c'est d'être présent à soi-même et être en connexion avec soi-même et avec l'univers, c'est être dans l'instant présent. Et quand on est dans cet état-là, il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de faille et c'est difficile de trouver une faiblesse. Et donc le jour du duel, le maître de thé fait exactement ce que lui a recommandé le maître d'armes. Il prend le sabre, il adopte une posture haute, le sabre haut, et il ferme les yeux, persuadé qu'il allait mourir. En fait, il est prêt à affronter la mort. Et il se met dans l'état dans lequel il est quand il sert le thé. Et son adversaire, le voyant fermer les yeux, et dans cette garde haute, il se dit « Ouh là là !» Lui, il doit avoir un très haut niveau, parce qu'il ferme les yeux, et en plus, il adopte la garde la plus difficile. Et il fait le tour, et il dit « Et en plus, je ne trouve aucune faiblesse dans sa garde, dans son esprit. Il n'y a pas de point faible. Je ne vois pas comment je peux l'attaquer. » Et donc, le samouraï n'attaque pas et s'en va. Et quand le maître de thé ouvre les yeux, il n'y a plus personne. Et je pense que cette histoire illustre bien en fait l'idée que on peut éviter le combat. Mais effectivement, c'est pas de la lâcheté dans ce cas-là. C'est à la fois un engagement. Comment ? Une force de dissuasion peut-être. Oui, il y a à la fois une force de dissuasion et à la fois comment dirais-je, on est prêt aussi à tout perdre. On est prêt à tout perdre, on est prêt à mourir, mais en même temps, c'est à la fois la dissuasion et en même temps un lâcher-prise total. Et en fait, en face, la personne se dit bah non, je peux pas attaquer, je peux pas attaquer. Voilà. Donc effectivement, mais c'est le nec plus ultra, hein, c'est le niveau le plus élevé dans la pratique des arts martiaux.
c'est Oui. que finalement on évite le combat, non pas parce que on a peur, on est lâche, mais simplement de par sa présence, la personne qui est en face se rend compte qu'il y a pas matière, quoi. On peut pas attaquer, c'est pas possible. Merci pour votre réponse. Merci à toi. Est-ce que je peux rajouter une autre question? Oui. Voilà. Vous avez parlé du Kimsudi. Or, j'ai eu le plaisir d'avoir été invité en Asie. Et là, j'étais histoire, c'est pas le bon mot que je voudrais employer, mais votre anecdote de Kimsudi, la colle en or. Je me demande s'il n'y a pas une relation avec, en Asie, des porcelaines qui sont cassées exprès pour les mettre en décoration sur une maison. Et je me demande, vous avez parlé de résilience, et je me demande s'il n'y a pas quelque chose là du Kimsudi. Qu'en pensez-vous? Par rapport à quoi? Par rapport à l'histoire que je viens de raconter? Oui, par rapport à l'histoire du Kimsudi et de ces porcelaines qui font voir en fait une résilience par le fait qu'on recolle l'objet, qu'on lui redonne une vie en quelque sorte, bien que ça laisse des traces, mais enfin c'est un côté un peu noble, c'est une pensée de résilience que vous avez dit. Et je me demande s'il n'y a pas une relation avec ce décor de maison de porcelaine cassée, qui sont cassées exprès, hein. Oui. Voilà. Je n'ai pas de réponse à la question, mais je vais prendre beaucoup de plaisir à y réfléchir et à méditer là-dessus. Merci Paul pour ta participation. Merci beaucoup pour vos réponses et à cette émission et aux animateurs. Au revoir. Au revoir Paul. Alors il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission Areski. Eh bien, je te laisse terminer, conclure. S'il y a un message que tu as envie de faire passer, eh bien, on t'écoute. Même si tu veux nous lire un petit extrait du livre, pourquoi pas, avec plaisir, voir qu'est-ce qu'il y a, par exemple, dans une fiche. Écoutez, je vais lire une fiche. Je viens d'ouvrir au hasard et c'est quelque chose que j'aime bien faire avec les livres, parfois, comme ce genre de livre. C'est d'ouvrir une fiche, d'ouvrir au hasard et de lire. Et la fiche que je viens que j'ai sous les yeux, c'est l'autre est un miroir. Nous remarquons facilement chez les autres ce que l'on ne veut pas voir en nous. Quand les défauts des autres nous sautent aux yeux, nous énervent, nous mettent mal à l'aise, peut-être sommes-nous en situation de projection psychologique, phénomène où l'autre ne fait que refléter notre espace psychique interne. La projection est le fait chez un individu de transporter un élément de son espace psychique interne dans un monde qui lui est extérieur, que ce soit un objet ou une personne. C'est un mécanisme de défense où l'on attribue aux autres nos propres pensées, sentiments, défauts et ce que l'on n'accepte pas chez nous. Ainsi, nos interlocuteurs nous renvoient notre propre reflet. Nous voyons en eux ce que l'on ne veut pas voir en nous. Ce que l'on appelle aussi la loi du miroir. Nous voulons alors changer les autres, alors qu'il faudrait que l'on change ce qui ne va pas en nous. En rejetant ce qui nous embarrasse, plutôt que de s'y confronter, nous évitons un problème qui rejaillira de toute façon, à un moment ou à un autre, et peut-être avec plus d'intensité. On peut donc voir, j'avais sauté la ligne, on peut donc voir l'erreur comme un stimulant et cultiver son optimisme, ainsi que de ne pas chercher à être parfait, mais prendre l'habitude d'être courageux pour affronter ces situations sans y mettre de négativité. Quelques outils pour apprendre de vos erreurs. Prenez un cahier pour mettre par écrit votre démarche et analyser vos erreurs. 2 points. Identifiez l'erreur. Identifiez les causes possibles ou les choses à modifier pour éviter de faire à nouveau la même erreur. N'accusez pas les autres ni la malchance,
prenez la responsabilité de vos actes. Listez aussi ce que vous avez fait de bien, vos réussites, même s'il vous faut remonter dans un passé lointain. C'est rassurant de savoir qu'on a déjà été capable une fois et donc que l'on peut l'être à nouveau. Redéfinissez vos objectifs. Il se peut que la cause de votre échec soit due à trop d'ambition. Il faut donc parfois savoir réajuster les buts à atteindre. Présentez vos excuses si cela s'avère nécessaire. Si vos actions peuvent avoir blessé psychologiquement ou physiquement, si elles peuvent avoir créé du tort, alors pensez à vous excuser. Merci beaucoup, ça nous donne envie de commander le livre tout de suite. Areski, eh bien justement, je vais partager les informations avec les auditeurs et auditrices pour qu'ils puissent voir comment il faut faire pour commander le livre « La vie est un dojo ». La vie est un dojo, écrit par notre invité Areski Ouzrout. Vous pouvez le commander sur le site budo.fr, budo.fr. Et donc ce livre, je vous le rappelle, présente les principes des arts martiaux et des exercices pour les utiliser dans la vie quotidienne sous forme de fiches faciles à lire. Et c'était très agréable d'entendre un extrait du livre à l'instant. Donc budo.fr, le livre La vie est un dojo de Areski Ouzrout. Areski Ouzrout, O-U-Z-R-O-U-T, Areski, A-R-E-S-K-I. Et pour trouver toute l'actualité de notre invité, vous pouvez aller consulter son blog karaté-france.com, karaté-france.com. Merci beaucoup Areski et à très bientôt, j'espère, sur Radio Ici et Maintenant. Merci Morgane. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et pour votre fidélité. C'est la fin de cette émission, mais ce n'est pas la fin des programmes. Tout de suite, poursuivez l'écoute sur le site ici-et-maintenant.com. C'était le magazine Santé et Spiritualité avec notre invité Areski Ouzrout, donc auteur du livre La vie est un dojo. Vous pourrez retrouver les émissions en replay sur le site rimcast.fr et également sur la chaîne YouTube Santé-Spiritualité. Excellente soirée à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.